Bonjour à toutes et tous. C'est avec grand plaisir que je vais introduire les conférences aussi intéressantes que captivantes de mon ami Patrick Tougnan, qui, tour à tour, va nous intéresser sur 3 sujets aussi complémentaires qu'intéressants. Patrick, à toi. Merci Marc, merci. Alors, je voudrais remercier Hassan, bien évidemment, pour son invitation. Je suis ni réanimateur ni néonatologiste et il m'invite tous les ans. Mais pour ceux qui se demandent pourquoi je ne porte pas de cravate, chose que je fais tout le temps, c'est Hassan qui m'a dit de ne pas le faire. Et comme je l'aime, je lui ai obéi. Mais je lui demande juste une faveur. Parce que là, c'est toi qui présides, mais dans quelques temps, c'est moi qui vais présider le congrès de la PLF. C'est que tu portes une cravate le jour de la PLF. Alors tu vas me dire, je n'ai pas de cravate, c'est pour ça que je t'en ai amené une. Et que je t'offre. Je vais porter la cravate au Sénégal. On profite qu'avant dimanche, les Français puissent offrir quelque chose aux Marocains. C'est vraiment important pour nous. Bon, en tout cas, j'ai pas mis la photo, mais il est très beau. Encore plus beau en cravate, je peux vous l'assurer. Et ceux qui l'ont vu... Voilà, c'est une belle cravate, parce que c'est pas moi qui l'ai choisie, c'est ma femme, donc elle est belle. Bon, j'ai déjà perdu 2 minutes. Non, c'est une vraie cravate, hein. Non, mais je savais, il allait me dire, j'ai pas de cravate. Eh bien, il en a une maintenant. Bon, revenons aux choses sérieuses. Mais c'était sérieux aussi. Donc, le syndrome de renutrition inappropriée. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez, mais pourtant, c'est connu depuis longtemps. Émile Zola. Alors, moi, je ne suis pas du tout littéraire, hein, mais donc je ne frime pas. Il a écrit La débâcle. La débâcle, c'était sur la guerre de Prusse en 1870. Et lors du lever du blocus qu'il y avait, vous voyez, il a écrit ça dans La débâcle. Ce samedi-là, d'ailleurs, la disette cessa. La nuit tomba quand on mangeait encore. Et l'on mangea jusqu'au lendemain matin. Beaucoup en crevèrent. Et au cours de la Seconde Guerre mondiale, à la levée du siège de Leningrad par les troupes allemandes, beaucoup de Russes décédèrent d'insuffisance cardiaque ou de tableaux d'Anazark après s'être réalimentés. Et puis, il y a eu les prisonniers, les Japonais, les détenus des camps de concentration nazis. Après, bon, vous avez vu, ils étaient extrêmement maigres, donc quand ils ont été libérés et qu'ils se sont mis à manger, beaucoup ont fait des complications. C'est quand même curieux. Et une autre histoire, je faisais le cours sur le syndrome de renutrition inappropriée dans mon service, et il y a une interne qui, tout d'un coup, pendant le cours, devient toute blanche. Je lui dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle n'était pas noire au départ, elle était blanche, donc elle est restée blanche. Et elle avait accompagné son mari au Sénégal, là où Hassan mettrait une cravate. Et elle avait accompagné son mari au Sénégal. Et elle recevait des enfants dénutris comme ça pour une gastro-entérite. Et elle profitait des 2-3 jours où il restait pour lui donner beaucoup de glucose. Elle se disait, comme ça, je vais pouvoir le renutrir. Et beaucoup mouraient. Elle ne comprenait pas pourquoi ils mouraient alors qu'ils étaient réhydratés. Elle venait de comprendre, et ce qui explique son état. Et puis enfin, dans le service, il y a quelque temps, on a eu un garçon de 12 ans qui a une tumeur maxillaire, comme vous voyez ici depuis 2 ans. Il n'arrive plus à manger, donc il se dénutrit progressivement. Et les hématos nous disent c'est urgent parce que c'est grave, etc. Mais il est très dénutri, là on ne voit pas très bien, mais il est très dénutri. Il faut que vous le renutrissiez rapidement. Donc on l'a fait un peu trop rapidement, et un samedi, bien évidemment, après-midi, il a fait un OAP, une hypertension et une hypocalémie. Alors pourquoi tous ces enfants dénutris, alors qu'on fait ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire les renutrir, ont-ils ces problèmes qui vont jusqu'au décès? Alors vous voyez que ça peut être la renutrition en mangeant, hein, en mangeant quand on est très dénutri, en nutrition entérale ou en nutrition parentérale. Alors avant de comprendre pourquoi ils font ça, et ce qu'il faut faire pour bien sûr l'éviter, il faut savoir que dans une dénutrition, bien évidemment sévère, hein,
Dans une dénutrition, on a beaucoup, l'être humain fait tout pour essayer de rester en vie et donc s'adapte à tout ça. Il y a des phénomènes hormonaux tout d'abord, on va résumer là tout à l'heure, augmentation du cortisol et du glucagon, diminution de l'insuline, une diminution de la vitesse de renouvellement protéique, c'est pour ça que l'urée diminue, je ne sais pas si vous avez tous vu des enfants dénutris, notamment en réanimation, et vous voyez que l'urée devient très très basse, c'est un très bon signe de dénutrition, et puis ils ne bougent pas. Vous avez des enfants qui arrivent dénutris, on en a beaucoup qui arrivent notamment d'Afrique, c'est des enfants de 2 ans qui sont allongés dans leur lit, éveillés, qui ne bougent pas. Un enfant de 2 ans, ça ne reste pas sans bouger, et c'est naturel, il y a une diminution de l'activité physique et la dépense énergétique de repos. Il y a aussi un déstockage des acides gras, donc on maigrit, on parle de la masse grasse, on fabrique des corps cétoniques. Les corps cétoniques, c'est ce qui est fabriqué à partir des acides gras et qui permet de nourrir le cerveau. Vous savez que votre cerveau utilise exclusivement du glucose, c'est pour ça qu'on a une glycémie qui doit rester toujours à 1 gramme par litre, parce que le cerveau en a besoin. Mais quand on n'a pas assez de glucose, c'est les acides gras qui prennent le relais, mais le cerveau ne peut pas utiliser les acides gras, et il le fait par les corps cétoniques. On va voir ça juste après. Il y a quand même un minimum de glucose qui est fabriqué à partir du glycérol. Le glycérol, vous savez, c'est ce qui est dans les triglycérides. Hein. Une molécule de glycérol, 3 molécules d'acide gras. Et donc le glycérol est récupéré et transformé en glucose, et à partir des acides aminés, ce qui contribue à perdre de la masse musculaire et le maintien de la glycémie. Un enfant dénutri, et moi régulièrement ça m'énerve à l'hôpital quand on les renutrit, un enfant dénutri, par exemple, même pas dénutri depuis plusieurs semaines, un enfant qui vomit depuis 3-4 jours et qui n'a rien mangé. Il arrive aux urgences, il a 0,5 g de glycémie. Et là, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est lui donner du glucose, ça ne sert à rien. C'est normal qu'il ait 0,5 g de glycémie. Nous tous, ici, on ferait une hypoglycémie. Pas lui. Parce qu'il s'est adapté et son cerveau utilise maintenant les corps cétoniques. Les grévistes de la faim, parce qu'on ne peut pas faire d'expérience, c'est pas très éthique, au bout de 3 semaines de grève de la faim, donc il ne mange absolument rien, un gréviste de la faim a une glycémie entre 0,1 et 0,2 g par litre. Nous tous, on serait morts à 0,1 et 0,2 g par litre. Lui, il vit. Il vit parce que son cerveau n'a plus besoin de glucose, il n'utilise que les corps cétoniques. Les corps cétoniques, c'est ce qu'on a le matin, quand on a utilisé tout le glycogène hépatique, et c'est cette petite odeur d'acétone qu'a votre voisin de lit le matin quand il se réveille, et qu'il a une bonne hygiène bucco-dentaire, parce que sinon il y a une autre odeur, mais s'il a juste c'est cette petite odeur d'acétone, mais tout le monde ne sent pas l'acétone, il faut avoir un gène pour sentir l'acétone. Enfin, il y a une réorientation des synthèses protéiques avec ce qui accompagne la dénutrition, la diminution de la croissance, l'arrêt de la croissance, la myotrophie et l'hypoalbuminémie. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien ici. Donc, vous voyez, c'est une espèce de résumé. Le glucagon augmente et provoque... Les acides aminés proviennent du muscle, le glycérol provient du tissu adipeux, et tout ça, ça fait la néoglucogénèse, et ça donne du sucre pour maintenir quand même une glycémie qui ne soit pas absolument nulle. Et les corps cétoniques, ça vient du tissu adipeux, et les acides gras sont oxydés, et le glycérol, sont oxydés. L'oxydation des acides gras aboutit à l'acétylcoenzyme A, et l'acétylcoenzyme A, au lieu d'aller dans le cycle de Krebs, va vers la synthèse de corps cétoniques. C'est pour ça que, on en parlera peut-être après, ça explique pourquoi, après avoir couru 1 heure, on n'a pas faim, alors qu'on a dépensé plein de calories. Si ça vous intéresse, je vous expliquerai pourquoi. Et puis enfin, il y a des conséquences hydroélectrolytiques de la dénutrition, avec une diminution de la pression oncotique, notamment par la diminution de l'albuminémie, une augmentation de l'ADH, qui va retenir un maximum d'eau, une diminution de la perfusion rénale, ce qui va suivre, un hyperaldostéronisme. Tous ces éléments-là sont importants parce qu'on va arriver au syndrome de renutrition inappropriée, et une diminution de la masse cellulaire. Alors, diminution de la masse cellulaire, ça veut dire diminution de la masse des ions intracellulaires, notamment le potassium, le phosphore et le magnésium. Alors c'est quoi? Maintenant que vous savez tout sur la dénutrition, c'est quoi le syndrome de renutrition inappropriée? Vous avez ici l'état physiologique, avec donc un peu de glucagon, beaucoup d'insuline, du glucose, et le potassium, le magnésium et le phosphore qui entrent dans la cellule. Vous savez que ce sont des ions intracellulaires surtout. Par exemple, le sodium, c'est surtout un ion extracellulaire, c'est pour ça que la natrémie est élevée et que la kaliémie est basse, parce que le potassium se trouve dans les cellules. En cas de dénutrition, c'est ce que je vous ai dit, le glucagon augmente, la glycémie diminue, vous voyez que c'est plus petit, et il y a une déplétion globale du potassium, du magnésium et du phosphore. Et donc, lorsqu'on va renutrir,
il va y avoir un apport massif de glucose qui va faire augmenter l'insuline, ce qui va aboutir à une hyperhydratation extracellulaire, une hyperosmolarité. On va voir ça sur le schéma suivant. Et il va y avoir une entrée en masse, parce qu'on va fabriquer des cellules. Quand on renutrit, on fabrique des cellules. Il va y avoir donc une entrée en masse des ions dans les cellules, parce que les cellules ont besoin de phosphore, de magnésium et de potassium. Donc ça va entrer dans les cellules, et ça va être pris où? Bien sûr, dans le sang. Et on a donc les conséquences du syndrome de renutrition inappropriée. Donc tout ce que je vous ai dit là est résumé sur cette diapositive. Donc vous allez renutrir. La renutrition va donner notamment du glucose. Le potassium, le phosphore et le magnésium vont entrer dans la cellule. Et donc il y a un risque, c'est ce qui est écrit ici, d'hypokaliémie, d'hypophosphorémie et d'hypomagnésémie. Le glucose va provoquer une augmentation importante de l'insuline. Et l'insuline stimule le système rénine-angiotensine, donc hyperaldostéronisme, donc rétention hydrosodée. C'est ce qu'on revoit. C'est ce qu'on voit cliniquement dans ce que je vous ai présenté au début. Enfin, dernier point important, c'est la thiamine. La thiamine, c'est la vitamine B1. La thiamine, comme on le voit ici, c'est une vitamine très très importante, on va parler des vitamines après, une vitamine très très importante comme coenzyme des différents nutriments, et notamment du glucose. Et donc, quand on a peu de vitamine B1, parce qu'on en a utilisé sans en manger, parce qu'on a une grosse dénutrition, on a un stock de vitamine B1 très très faible. Et donc, dès qu'on va donner du glucose, notamment, mais pas que, vous voyez que la vitamine B1, ça intervient un peu partout, quand on va donner du glucose, le peu de stock de vitamine B1 qui est là va être utilisé. C'est indispensable pour que le glucose, mais aussi les autres fabriques de l'ATP, c'est-à-dire soit mis dans la glycolyse et dans le cycle de Krebs. Et donc, on va avoir une déplétion massive en vitamine B1. Et quand on n'a plus de vitamine B1, on ne peut plus utiliser le glucose. Or, je vous l'ai dit, le cerveau, son unique nutriment, c'est le glucose. Et donc, quand on a une carence en vitamine B1, le cerveau est en carence énergétique, et ça donne une maladie très grave, qui est l'encéphalopathie de Gaillet-Wernicke, qui associe une triade trouble de la conscience, ataxie, ophtalmoplégie, et qui, dans le meilleur des cas, alors peut guérir si c'est pris très très tôt, mais peut donner aussi des séquelles neurologiques sévères, c'est-à-dire une encéphalopathie définitive et extrêmement sévère, et à l'extrême, mener au décès. Ça, c'est la forme très très aiguë. Et puis, il y a la forme moins aiguë, on va voir ça tout à l'heure avec la vitamine B1, qui est une carence énergétique du myocarde. Vous savez que le myocarde utilise aussi beaucoup le glucose. C'est un de ses nutriments, pas le seul, hein, il peut utiliser les lipides, mais il utilise aussi beaucoup le glucose. Et ça donne une insuffisance cardiaque congestive, donc droite, à prédominance droite. Mais là, contrairement au cerveau, ça peut guérir rapidement et sans séquelles après vitamine B1. Alors justement, quelque chose qui est arrivé dans mon propre service, j'en ai honte, mais bon, on ne peut pas tout surveiller. On a une fille de 13 ans qui a une myopathie très très sévère avec une scoliose, et le chirurgien nous dit « elle est trop maigre, vous la renourrissez, et quand elle sera suffisamment grosse, je l'opérerai ». Bon, alors on la renourrit, et on essaie la nutrition entérale, qu'elle tolère extrêmement mal, mais on la met en parentérale, on la renourrit un peu, et puis on décide de sevrer de la parentérale. Et donc on diminue la parentérale sans mettre de vitamines, c'est ce qui a été fait, parce que c'était une parentérale de soutien, et on donne de la nutrition entérale. Et on se dit, dans la solution de nutrition entérale, il y a tout ce qu'il faut, il y a notamment de la vitamine B1. Donc ce n'est pas la peine d'en donner en parentérale, puisqu'elle a de la vitamine B1 dans la solution de nutrition entérale. Mais le papa qui est là en permanence, au bout d'une heure, il considère que sa fille tolère mal, et il arrête. Et donc pendant plusieurs semaines, plus ou moins sans nous le dire, cet enfant a une parentérale sans B1, avec donc plein de glucose, et sans vitamine B1, parce que son père l'arrête immédiatement, voire ne lui met pas. Et tout d'un coup, on la retrouve en choc cardiogénique. Vous voyez, quand je fais un peu de réa, en choc cardiogénique, bon là, vite fait, on l'envoie en réa, et le diagnostic, c'est une insuffisance cardiaque congestive, qui n'est pas expliquée au départ, mais qu'on explique par une carence en vitamine B1. Vous voyez, c'était une erreur de notre part, hein, c'est iatrogène, de ne pas avoir bien surveillé le père qui arrêtait la nutrition entérale.
Donc, j'espère vous avoir fait comprendre ce que c'était que le syndrome de nutrition inappropriée. Juste après, on va voir bien sûr ce qu'il faut faire pour l'éviter et le prévenir. Donc, après un jeûne prolongé, comme on a vu avec Zola, ou une dénutrition majeure, ce qu'on voit bien sûr beaucoup plus aujourd'hui, il va y avoir des phénomènes d'adaptation, augmentation de la glycogénolyse, catabolisme protéique et néoglucogénèse, ce qu'on a vu au tout début, donc diminution des stocks. Et puis quand on va faire une renutrition, on va amener bien sûr de l'eau, on va amener du glucose, on va amener des autres nutriments. Tout ça, ça va faire une sécrétion d'insuline. La sécrétion d'insuline va faire entrer, il va y avoir une fabrication de cellules, va faire entrer le glucose dans les cellules, donc pour fabriquer les cellules. Consommation donc des ions qui étaient dans le sang, mais qui vont entrer dans les cellules parce que c'est des ions intracellulaires, donc notamment le phosphore, le magnésium et le potassium. Et donc il va y avoir une déplétion plasmatique de ces ions qui vont entrer dans les cellules, d'où l'hypokaliémie, avec tous les dangers que vous connaissez mieux que moi, l'hypophosphorémie et l'hypomagnésiémie. Il y a le déficit en thiamine qu'on a vu, parce qu'il a un stock diminué en thiamine. Et donc dès qu'on donne du glucose, ça va consommer le peu de thiamine qu'il y a. Plus de thiamine, plus de possibilité d'oxyder le glucose. Et puis la rétention hydrosodée par l'insuline qui augmente, qui stimule le système rénine-angiotensine et qui va faire une rétention hydrosodée avec un hyperaldostéronisme secondaire qui explique la rétention hydrosodée, qui est ce qu'on voit essentiellement. On va voir ça dans la pratique. C'est l'OAP, l'hypertension artérielle et les œdèmes. Un enfant qui est renutri et qui prend 500 grammes par jour, il faut s'inquiéter, il ne faut pas se réjouir. Donc, comment on va faire en pratique maintenant? En pratique, avant toute renutrition, je parle bien sûr des enfants qui ont une dénutrition sévère, mais comme vous avez des réanimateurs, on en voit beaucoup se dénutrir en réa, et il y a sûrement des problèmes beaucoup plus importants, donc ils s'intéressent moins à la dénutrition. Première chose qu'il faut faire, il faut le vider. Un enfant doit d'abord avoir une restauration, la pression oncotique, et donc on lui injecte de l'albumine et du furosémide. Le but, ce n'est pas d'augmenter l'albumine. Vous savez que l'albumine, ça reste à peine 24 heures. L'albuminémie, elle redescend tout de suite. Mais par contre, on va injecter l'albumine, augmenter la pression oncotique, faire passer l'eau du secteur extracellulaire au secteur plasmatique. Puis ensuite, on le fait uriner pour qu'il puisse s'en débarrasser. On corrige avant toute renutrition, c'est très important, l'hypokaliémie, l'hypophosphorémie, éventuellement l'hypomagnésiémie. Si vous le faites trop tard, au moment de la renutrition, il y a une hypokaliémie majeure avec toutes les complications que vous connaissez. Bon, attention pour le potassium, mais ça vous savez mieux que moi. Et on le surcharge en vitamine B1. Donc avant, nous, notre corps, c'est 10 ans, 10 kilos. Et on a même eu un enfant de 1 an, qui venait d'Algérie, je crois, qui avait moins que son point de naissance. Donc il était très dénutri. On a commencé par ça. Une fois qu'on a fait ça, un enfant dénutri, quel que soit son degré de dénutrition, doit maigrir pour commencer. Un enfant qu'on est en train de renutrir alors qu'il est très dénutri, s'il grossit immédiatement, c'est qu'il est en syndrome de renutrition inappropriée. Il doit toujours perdre du poids au début. Il perd ses œdèmes et c'est aidé par l'albumine et le furosémide. Deuxièmement, on va faire attention à ce qu'il ne soit pas en rétention hydrosodée. Donc, on limite les volumes hydriques à 30 à 50 ml jour. Et on limite le sodium à moins d'1 kg/jour. Bien sûr, s'il a une stomie, ça peut arriver, on va compenser. Donc ses besoins à lui, ça sera moins d'1 kg/jour, plus les pertes de stomie éventuelles. Et puis, on est focalisé, je crois que vous avez bien compris, sur le potassium, le phosphore et le magnésium. Le potassium, on va commencer par 3 mg/jour et on augmente en surveillant tous les jours, comme on va voir. Le phosphore, 20 à 30 mg/jour et on augmente selon la surveillance. Et le magnésium, pareil, on le charge en magnésium, c'est moins important, et on lui donne ensuite 2,5 mg/kg. Le glucose, très important, je vous rappelle que c'est le glucose qui stimule à la fois l'insuline et l'insuline qui stimule le système rénine-angiotensine. Donc c'est ça qui va faire l'OAP, c'est ça qui va tuer l'enfant. Donc on va débuter bas, 8 à 10 grammes kg/jour. Chez les adolescents, encore plus bas, 5 grammes kg/jour. Et on va augmenter de 0,5 à 1 gramme kg. Vous savez qu'on peut augmenter normalement de 1 à 2 grammes kg/jour quand on met en place une parentérale. Là, on va faire de 0,5 à 1 gramme kg/jour, voire tous les 2 jours si on est chez un enfant très dénutri. Le risque maximum est à 15 grammes kg/jour. Ça veut dire qu'à partir de 15 grammes kg/jour, le risque diminue. Globalement, à partir de 15 grammes kg/jour,
on peut être rassuré. Mais vous voyez qu'il faut un certain temps pour arriver là. Donc il ne faut pas croire que c'est dans les 2-3 premiers jours qu'on fait le syndrome de renutrition inappropriée. On peut le faire au bout de 10 jours. Les protéines, on les augmente aussi de manière parallèle aux apports énergétiques, 1 gramme pour 40 calories. Attention, si on en donne trop, il ne va pas pouvoir les utiliser. Il a une masse musculaire diminuée et ça peut donner une acidose. Les lipides, tant qu'il y a une hypolipinémie majeure, je vous rappelle que les lipides sont transportés par l'albumine, entre autres, et tant qu'il y a une hypoalbuminie, on ne donne pas de triglycérides, sinon on risque de faire une hypertriglycéridémie qui peut, dans des cas extrêmes, induire un syndrome d'activation macrophagique. Et puis surtout la B1, bien évidemment, puisqu'il va utiliser beaucoup de B1, 100 mg par jour pendant 5 à 7 jours, puis 3,5 à 5. Enfin, une surveillance très étroite. Le poids toutes les 12 heures. Moi, je ne suis pas un fanat du poids, ça m'énerve quand on pèse les enfants pour rien. Mais là, c'est toutes les 12 heures. Encore une fois, un syndrome de renutrition inappropriée, le matin, il peut être très bien, il peut être en OAP l'après-midi. Donc, le poids toutes les 12 heures, et s'il a une prise de poids très importante, on s'inquiète, on lui fait albumine Lasélix. La diurèse toutes les 8 heures, pour voir s'il n'y a pas un effondrement de la diurèse, donc toujours la rétention hydrosodée. Le rapport sodium sur potassium, toujours pour le syndrome d'hyperaldostéronisme. La fréquence cardiaque, c'est à la TA toutes les 4 heures, il peut avoir une hypertension artérielle, voire une auscultation thoracique quand on suspecte un OAP. Enfin, le iono se fait tous les jours. Il ne faut pas avoir peur de piquer les enfants tous les jours. Alors, il y a généralement un cathéter et on le pique sur son cathéter. Le potassium et le phosphore, vous savez mieux que moi la gravité d'une hypokaliémie et d'une hypophosphorémie. Le magnésium, la B1 ne se fait pas systématiquement. Si on l'a bien chargé en B1, il n'y a pas de risque. Voilà, donc on avait commencé par Zola, et je vais tenir quand même le temps. On va terminer par Zola. On avait commencé par la débâcle. On va parler d'une autre œuvre de Zola. Alors, ce n'est pas le docteur Affilal au départ, c'est le docteur Pascal. Mais je me disais que c'était plus joli de mettre le docteur Affilal. Donc, même Zola le connaissait, ça ne m'étonne pas. Et donc, grâce au docteur, on peut espérer que ces enfants qui mouraient, comme je vous ai montré au début, retrouvent la joie de vivre. Je vous remercie et pardon pour ces quelques secondes de retard, dû à la cravate.